Bonjour à tous, c'est un plaisir pour moi d'être ici pour les 10 ans de Constance et j'arrive plus à compter, mais amplement plus de 20 ans d'implication dans Gazelle, quand Marcel m'avait contacté pour parler vieillissement dans cette cohorte qui me semblait bien loin du vieillissement. Je vais vous parler ici en fait de l'intérêt d'étudier le vieillissement avant qu'on soit soi-disant vieux et de ce qu'on en a fait dans Gazelle et Constance. On a un certain nombre, un petit historique que je vais vous présenter pour vous expliquer pourquoi maintenant on travaille vraiment avant 65 ans et même beaucoup plus tôt pour pouvoir étudier les déterminants du vieillissement, mieux le comprendre et mieux le prévenir. Et ensuite, je vous présenterai des résultats à partir de Gazelle, de Constance et des perspectives de travail. Elles sont très nombreuses. Le vieillissement, un bref rappel, hein, c'est simple comme définition, c'est un processus qui s'engage très tôt dans la vie, qui s'accompagne d'un déclin de toutes certaines de nos fonctions physiologiques. Je mets plus en avant les cognitifs sur lesquels je travaille spécifiquement. Et tout ça se passe avec une très grande variabilité d'un individu à l'autre. Avec ce que je préfère appeler l'avancée en âge, la fréquence des maladies chroniques, on a commencé déjà à en parler aujourd'hui, elle augmente. On a de plus en plus de polypathologies et les pertes d'autonomie sont de plus en plus fréquentes. Une des causes majeures de cette perte d'autonomie, ce sont les pathologies démentielles, au premier rang desquelles on a la maladie d'Alzheimer. Alors, ce qui nous intéresse, c'est quand même l'identification de facteurs de risque, de facteurs de prévention sur lesquels on pourrait agir, de facteurs modifiables. Et c'est un enjeu majeur dans la prévention du vieillissement et du déclin des fonctions plus spécifiquement affectées lors du vieillissement, mais pas uniquement. Pourquoi ça a disparu ? Ouais, attends. Donc, plus spécifiquement, agir sur ces facteurs. Ils ont un rôle qui ne doit pas commencer à l'âge de la retraite, mais bien certainement avant, et bien avant qu'on ne devienne ce qu'on va appeler un senior. Mais il y a relativement très peu d'études qui couvrent de longues périodes pour décrire le parcours de vie. Et la première opportunité que j'ai eue dans ce domaine, et qu'on a eue aussi en France, c'était de partir de Gazelle et de pouvoir commencer à travailler sur les expositions professionnelles, avec de bonnes expositions professionnelles, assez difficiles à obtenir quand on fait des cohortes qui commencent à 65 ans, voire même dès 60 ans, comme on l'avait fait dans l'étude EVA en France. Dans les années 2000, on avait très peu de travaux sur les expositions au cours de la vie professionnelle et le vieillissement cérébral ou les maladies neurodégénératives, essentiellement des résultats qui impliquaient le travail manuel comme facteur de risque de démence. Et toutes ces études étaient assez limitées pour leur interprétation. On pouvait se poser la question, qu'est-ce qu'il y a derrière cette association qui est décrite dans certaines études, pas dans toutes? Est-ce que ça correspond à des expositions à des toxiques au sens très large du terme? Est-ce que ça correspond aussi à une association entre certains métiers, des comportements à risque pour la santé, un bas niveau socio-économique, un bas niveau d'éducation? Et est-ce que là-dedans, quels sont les facteurs spécifiquement liés au travail qui peuvent être reliés ou non à l'évolution des performances cognitives et, in fine, à la survenue de pathologies démentielles? Alors, la première étape, à partir des années 2000, donc en 2003, on a commencé à penser avec Marcel à la possibilité, pour pouvoir travailler sur les troubles cognitifs, d'introduire une évaluation cognitive pour les sujets les plus âgés de Gazelle. Et on a pu voir la faisabilité d'une passation d'un test simple, le MMSE, et d'un test relativement facile à standardiser, les codes de Wechsler, qui évaluent les fonctions exécutives et la vitesse psychomotrice, qu'on a pu proposer avec les infirmières dans les centres d'examen de santé qui voyaient pour la première fois les sujets de Gazelle. Et puis dans un deuxième temps, on a complété avec une batterie un peu plus complète, deuxième temps plus tardif, qui ressemble à celle qu'on propose maintenant dans Constance, un examen avec une neuropsychologue
qui étaient présentes lors des centres d'examen de santé. Alors cette première étape dans Gazelle, ça nous a permis d'avoir déjà des résultats très intéressants sur des expositions pendant la vie active chez ces sujets qui étaient déjà majoritairement retraités, avec une augmentation du risque de bas niveau de performance cognitive vis-à-vis d'exposition aux solvants, avec des effets dose et avec des effets qui persistent bien après la retraite. On a aussi pu regarder d'autres paramètres dans le domaine des risques psychosociaux. Vieillissement dans Constance, ça c'est quelque chose qui a démarré il y a amplement plus de 10 ans, parce que dès 2003, je retrouvais des mails. Le thématique vieillissement apparaissait dans les axes prioritaires, avec la nécessité de reconsidérer la place des retraités dans les centres d'examen de santé, d'assurer un suivi post-professionnel à long terme des nuisances professionnelles, et puis d'aller vers de la prévention, du repérage de trajectoires ou de conditions de vie et de travail qui pourraient augmenter la probabilité de survenue d'incapacité ou de dépendance au grand âge. La mission du groupe de travail que Marie et Marcel m'avaient confiée, c'était de définir les grandes lignes des objectifs de recherche sur cette thématique de vieillissement, de réfléchir et de rechercher les outils les plus adaptés pour recueillir les données spécifiques qui n'auraient pas été suffisamment documentées dans le corpus de Constance. Et pour cette réflexion, on s'est appuyé sur le concept de vieillissement réussi en essayant de s'affranchir, et c'était un peu difficile, d'une approche par pathologie et de proposer des outils sensibles à l'avancée en âge ou prédicteurs d'événements défavorables liés au vieillissement, tels que les chutes, les hospitalisations ou la dépendance. Et à l'époque, on s'est dit, on pourrait peut-être travailler sur les moins de 55 ans, mais c'est quand même un peu risqué d'étudier le vieillissement si tôt, et on n'avait pas encore envisagé des bilans avant cet âge. Et puis les choses se sont accélérées. Donc on est passé du vieillissement réussi au protocole de Constance, avec toute une phase de standardisation de ce protocole, passation des tests dans un grand nombre de centres. Ça nécessitait une formation des neuropsychologues, la mise au point des outils de saisie. Et on a démarré chez les plus de 55 ans, ce qui nous a montré la faisabilité de cette passation. Et puis, ils sont arrivés les résultats de l'étude Whitehall qui montrait, dans une publication de 2011, que le déclin cognitif était observé dès l'âge de 45 ans. Et là, très vite, on a embrayé et on est passé à une passation à partir de l'âge de 45 ans. Et on n'a plus osé appeler ça bilan vieillissement ou senior, et on l'a appelé bilan cognitif et physique pour éviter d'avoir des ennuis. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce bilan ? On a ajouté des données sur le fonctionnement cognitif et physique, mais on avait bien sûr, pour aborder la thématique vieillissement, déjà de nombreuses données dans le protocole général. J'ai repris les petits logos d'Emeline pour vous présenter l'ensemble des variables que vous connaissez bien sur les paramètres physiques et biologiques, la survenue de pathologies comme les pathologies oculaires ou la santé respiratoire dont on vient de vous parler, et puis documenter les nombreux facteurs potentiels associés au vieillissement. Alors, on a mis en place cette batterie de tests neuropsychologiques en face à face, que je ne vous présenterai pas pour que vous n'appreniez pas à passer les tests, mais qui évalue le fonctionnement global, les fonctions exécutives, la mémoire épisodique et les fluences verbales. Et puis à côté de ça, et principalement avec Alexis Elbaz, qui co-anime avec moi maintenant le club vieillissement, on a préparé une série d'épreuves physiques permettant d'évaluer les performances avec un test d'équilibre unipodal, la vitesse de marche, de la vitesse psychomotrice avec le finger tapping test, et puis une force de préhension musculaire avec un engin qu'on appelle le hand grip test. Actuellement, en septembre, la dernière base sur laquelle on pourrait travailler avec au moins un test, elle est de plus de 80 000 premiers bilans chez des 45-74 ans, moyenne d'âge 58 ans, 53% de femmes, 51% de sujets avec un niveau d'études supérieur au bac et 36% de retraités. Et on a, au jour d'aujourd'hui, certainement plus que les 16 000 réinvitations avec bilan, puisque chaque jour, il y a de nouveaux bilans qui arrivent. En moyenne, 5,1 ans entre les deux bilans, et
les tout premiers descriptifs qu'on a faits nous montrent qu'il y a une diminution des scores pour les tests cognitifs, mais que cette diminution est modérée, ce qui était attendu. Alors, quelques résultats descriptifs. Assez rapidement, on s'est intéressé au score obtenu à ces tests pour voir si notre pari était gagnant. Et on a pu voir et confirmer des choses qu'on connaissait chez les sujets plus âgés. C'est que les variables socio-économiques, de mode de vie, cardiovasculaires et psychologiques, elles expliquent bien entre 10 et 26% de la variance des scores chez ces 45-75 ans. Vous voyez ici les graphiques qui figurent dans des papiers de Thibaut Murat qui s'est penché sur cette question. Et puis ce que vous voyez à droite, c'est simplement la confirmation qu'on a effectivement des niveaux de performance cognitive qui sont déjà en transversale. On n'a pas encore les données longitudinales, bien plus, qui baissent dès l'âge de 45 ans pour aller de plus en plus bas, vers 70-75 ans. Ça, c'est des choses qu'on connaît tout à fait. On sait aussi que l'âge, le sexe et le niveau d'études sont les facteurs les plus importants. Et ces données nous ont aussi permis de faire quelque chose qui est très utile à la fois en pratique clinique et pour les chercheurs qui utilisent ces résultats, de publier des normes par tranche d'âge de 5 ans, de sexe et de niveau d'éducation. La taille de l'échantillon permettait de faire ça avec des effectifs qui sont très loin d'être négligeables, et c'est déjà utile pour les neuropsychologues, et il faut qu'on pense à maintenant faire les 70-75 et 75-80 ans pour les compléter. Ce travail a été fait par Hélène Amieva, qui est très impliquée aussi. Donc l'idée, c'est qu'il y a vraiment un pari gagnant de démarrer dès 45 ans pour ces paramètres. Autre élément descriptif que je voulais porter à votre attention, c'est qu'actuellement, dans l'équipe d'Alexis Elbaz, on établit des normes, qui seront des normes nationales de vitesse de marche chez les 45-69 ans, qui prennent en compte la participation, la représentativité de la population, et qui permettront de mettre à disposition une application permettant à chacun de se situer par rapport à un sujet de même âge, de même sexe. D'autres éléments aussi de description existent pour d'autres particularités du vieillissement, comme la fragilité. Je veux maintenant vous montrer quelques résultats qui, bien sûr, vont recouper des éléments que vous avez vus, puisqu'on se renvoie la balle, sur les déterminants du vieillissement à partir des données du bilan d'inclusion. Des augmentations du risque de bas niveau de performance cognitive ou fonctionnelle liées aux expositions professionnelles, à l'environnement. Vous avez vu les résultats sur la pollution, mais à l'environnement aussi socio-économique. Et puis, dans un autre des axes, qui est la santé des femmes, de premiers résultats sur exposition hormonale chez la femme et cognition, et aussi des résultats qui bénéficient des données du SNDS sur la prescription de médicaments ayant des propriétés anticholinergiques. Si j'avais eu une vingtaine de minutes de plus, je pense que je vous en aurais présenté plus. Mais c'est déjà des premiers résultats très intéressants. Alors, avec les solvants, tels que nous avons pu les évaluer à partir du questionnaire professionnel, on a pu confirmer que l'exposition aux solvants, elle est très fréquente, 16,8% des hommes qui sont exposés à au moins un solvant, et retrouver ici que les résultats qui avaient déjà été mis en évidence dans Gazelle, que les performances cognitives sont plus basses, avec un score dans le premier quartile de performance cognitive, quand on a une exposition à un nombre élevé de solvants, quand la durée d'exposition est plus importante et quand l'exposition est relativement récente. Les solvants ont aussi pu être étudiés ici, là encore dans l'équipe d'Alexis, pour leur impact sur la vitesse de marche. Et on retrouve chez les hommes exposés qu'une durée d'exposition plus longue est associée à une vitesse de marche plus lente. C'est une vitesse qui est mesurée de manière très précise entre deux lasers avec une zone d'accélération d'1 mètre, 3 mètres de marche qui sont mesurés et une petite zone d'1 mètre de décélération. Et donc on a une durée d'exposition plus longue associée à une vitesse de marche plus lente, une vitesse de marche qui augmente avec le temps écoulé depuis la dernière exposition, l'effet s'atténue, et une antériorité de l'exposition qui semble avoir plus d'effet sur la vitesse de marche que la durée elle-même.
Et cela est essentiellement expliqué par l'exposition au trichloroéthylène, quand on regarde solvant par solvant, ce résultat étant cohérent avec les données intérieures de la littérature sur la neurotoxicité de cette molécule sur la moelle nécrosiliée impliquée dans la maladie de Parkinson. Enfin, des résultats aussi de l'année 2021 sur l'exposition au formaldéhyde. C'est un gaz dégagé par le formol, évalué ici avec matrice emploi-exposition, avec une augmentation du risque de moins bonne performance cognitive, là encore lié aux doses cumulées, et chez les sujets les plus exposés, un effet qui reste peu atténué après la fin de l'exposition. D'où l'intérêt, là encore, de connaître l'itinéraire professionnel d'une personne quand on s'intéresse à son vieillissement, quand on fait un bilan pour mieux le préparer. Dernier volet sur l'environnement, c'est celui sur les inégalités sociales de santé. Pour aller vite, parce que je crois qu'on a du retard, on a une augmentation du risque de bas niveau de performance cognitive, à la fois quand on a un niveau individuel de défavorisation, mais aussi quand on habite dans un quartier défavorisé. Et ceci indépendamment des caractéristiques individuelles. Ce type de résultat que nous avons déjà mis en évidence sur une autre population française pour les démences doit nous inciter à nous intéresser à qu'est-ce qui, dans le quartier, peut influencer notre fonctionnement cognitif et notre risque de démence. Peut-être via l'accès quotidien aux ressources du quartier, au commerce, aux soins, au transport, ou les possibilités de participation aux activités, qu'elles soient sociales, culturelles, de loisirs ou sportives. Dernier volet, les médicaments ayant des propriétés anticholinergiques, travail réalisé avec ClinSearch dans le cadre d'une TERS-CIF qui était encadrée là aussi par Thibaut Murat et qui s'intéresse à cette classe de médicaments pour lesquels on retrouve des relations avec le risque de démence chez des patients âgés de plus de 65 ans. Mais des relations qui sont observées en considérant globalement tous les médicaments ayant des propriétés anticholinergiques sans distinction du niveau d'activité. Et globalement, on n'implique que peu ces médicaments. Les effets sont hétérogènes selon les classes thérapeutiques et le potentiel anticholinergique. Je passerai très vite sur les résultats sur exposition hormonale et performance physique, mais on retrouve une association entre des niveaux élevés d'exposition hormonale, des vitesses de marche plus rapides et des forces de préhension. Et cela en accord avec les hypothèses biologiques concernant les effets des oestrogènes, maintien de la masse musculaire, inhibition de la résorption osseuse. En conclusion, je pourrais juste dire qu'il n'est jamais trop tôt pour avoir des objectifs de recherche sur le vieillissement dans une cohorte, que cet ajout dès 45 ans nous permet d'avoir de multiples travaux descriptifs, étiologiques ou utilisation comme gros témoin, et que les perspectives de travail sont grandes. En 2023, nous pourrons commencer à travailler sur les données longitudinales et de nombreux projets sont en cours de maturation ou en marche. Et puis, je suis quand même obligée de prendre quelques minutes pour remercier Alexis Elbaz qui coanime avec moi le club utilisateur vieillissement et les maladies neurodégénératives, qui a eu sa première réunion juste fin septembre. On a attendu la fin de ces petites périodes. Hélène Amieva qui est toujours présente pour tout ce qui est formation et référentiel pour les neuropsychologues, mais surtout Constance, ses volontaires, toute l'équipe et les chercheurs, jeunes ou seniors, impliqués dans ces projets qui sont vraiment importants pour mieux comprendre et préparer notre avancée en âge. Merci.